À l'automne 1992, la famille Delaunay quitte Nice à bord d'un van Renault Trafic blanc pour ce qui devait être un grand road trip familial à travers la France. Jean-Marc, le père, est professeur de lycée. Élise, la mère, est assistante sociale. Ensemble, ils élèvent leurs 4 enfants. Aline, 10 ans, Claire, 7 ans, Mathieu, 5 ans, et le petit Hugo, à peine 2 ans. Sur la dernière photo prise d'eux, toute la famille pose sur une voie ferrée abandonnée, vêtue de vêtements en jean assortis. Les parents sourient fièrement. Les enfants se tiennent serrés les uns contre les autres. Un bouquet de fleurs à la main, les feuilles mortes tapissant le sol. Une image chaleureuse, comme figée dans un album de souvenirs, qui deviendra bientôt la seule trace de leur existence. Leur destination, la région des Vosges, avec pour objectif de camper, randonner et se déconnecter quelques semaines. Ils partent en octobre, hors saison, pensant éviter la foule. Mais à partir du 17 octobre, plus aucun signe de vie. Aucun appel, aucun courrier. Leur dernier contact remonte à une station-service près de Gérardmer, où ils ont acheté des sandwichs et un plein d'essence. Puis, le silence. Le van blanc semble s'être évaporé. Les gendarmes organisent des battues dans les bois, les barrages routiers se multiplient, les forêts sont survolées. Rien. Pas une valise, pas un jouet, pas une trace de pneu. Comme si la forêt avait refermé ses bras sur eux. Et vous, d'où regardez-vous cette histoire? Depuis quelle ville? Quel pays? Dites-le nous en commentaire. Jusqu'où cette disparition vous touche-t-elle? Les jours deviennent des mois, puis des années. En 2000, le dossier Delaunay est classé sans suite. Jusqu'au jour où, lors d'une promenade, un chasseur découvre dans une clairière des débris métalliques émergeant d'un tapis de mousse et de feuilles. Une plaque d'immatriculation, puis un siège éventré, puis une chaussure d'enfant, parfaitement conservée dans la terre humide. La plaque est formelle. Le van des Delaunay vient d'être retrouvé, 8 ans plus tard. Lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux indiqués par le chasseur, ils découvrent ce qui reste du van Renault blanc, rongé par la rouille, dissimulé sous un épais manteau de végétation. Le véhicule est couché de travers, embourbé dans un creux formé par une ancienne coulée de boue. Autour, la forêt est dense, presque silencieuse, comme si elle avait protégé ce secret pendant 8 longues années. L'accès est difficile. Il faut dégager les branches, contourner des troncs tombés, avancer prudemment dans une zone escarpée. Pourtant, une fois sur place, une étrange sensation s'empare des enquêteurs. Rien n'a l'air naturel. Le van n'a pas simplement glissé là. Il semble avoir été délibérément dissimulé. À l'intérieur, le spectacle glace le sang. Les sièges avant sont encore en place, avec une vieille couverture pliée sur le siège passager. Sur la banquette arrière, un petit pullover rouge taille enfant, soigneusement replié. Dans le coffre, une boîte de jeux de société, encore fermée, et une poupée sans tête. L'air est moisi, saturé de terre et de moisissure, mais aucun signe évident de lutte. Pas de sang. Pas de vitres brisées. Tout est figé, comme si la famille s'était tout simplement évanouie au milieu de leurs vacances. Le tableau de bord affiche encore la moitié du plein d'essence. Le sac à main d'Élise est retrouvé sous un siège, contenant papier d'identité, photos d'école et un dessin d'enfant représentant une maison avec 6 bonshommes qui se tiennent la main. En bas, écrit au feutre bleu, « Nous, les Delaunay ». Ce détail bouleverse l'un des officiers présents. Il se souvient avoir vu cette image dans les premiers jours de l'enquête, imprimée dans les journaux à l'époque. Le dossier est immédiatement rouvert. Les experts sont appelés pour examiner le véhicule, qui est transporté pièce par pièce. Les affaires personnelles sont mises sous scellé. La presse, alertée discrètement, commence à relancer l'affaire, parlant d'un retour du mystère Delaunay. Mais très vite, une question essentielle se pose. Si le van est là depuis 1992, où sont passés les corps? Les fouilles s'intensifient autour du site. Des chiens sont déployés, les sols retournés. À 50 mètres de là,
Enfouie sous des racines, une boîte métallique est retrouvée. À l'intérieur, une cassette audio de marque TDK avec une étiquette écrite à la main. Pour mamie, route des vacances. Personne n'est préparé à ce que contient cet enregistrement. La cassette est immédiatement transférée au laboratoire de la gendarmerie pour être analysée. Malgré les années passées dans l'humidité, la bande reste lisible. L'enregistrement dure 28 minutes. Le début semble banal, presque attendrissant. Une voix d'enfant, celle de Claire, 7 ans, qui s'adresse à sa grand-mère. « Coucou mamie, on part dans la forêt. Papa dit qu'on va camper près d'un lac. Thomas a mangé tous les bonbons et Hugo a fait pipi sur le coussin. Ha ha !» Puis viennent des sons de route, des rires, des chansons en famille. La voix de Jean-Marc, Claire, qui chante « Sur la route de Memphis » et celle d'Élise qui corrige gentiment Léa sur les paroles. On entend aussi le cliquetis des jeux, le froissement d'un sac plastique, une dispute entre les deux plus jeunes à propos d'un jouet. Tout est normal. Jusqu'à la 16e minute. C'est là que le ton change. Un silence prolongé, suivi d'un bruit sourd, comme un impact brutal. Puis la cassette reprend. Des voix basses, presque murmurées. On entend Jean-Marc dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» suivi de cris étouffés. Une portière s'ouvre, puis une respiration haletante. Élise murmure « Les enfants, restez là, n'ouvrez pas. » Et ensuite, plus rien de clair. Seulement des grincements métalliques, une musique faible en arrière-plan, sans doute la radio, puis un mot prononcé distinctement, dans une voix d'homme inconnu. « Vous n'auriez jamais dû venir ici. » Le reste de la bande est parasité. Des bruits distordus, un souffle continu. Puis à la 28e minute exactement, la voix d'un enfant qui dit faiblement « On est toujours là », puis clic. Fin de l'enregistrement. L'effet sur les enquêteurs est immédiat. Ce n'est plus une simple disparition. C'est une scène de terreur figée dans le son. La cassette est considérée comme une preuve centrale. On tente de reconstituer la scène sonore, le type de sol, la direction des bruits, la distance entre les voix. Mais rien n'explique comment le van a pu rester intact si près d'une zone habitée sans être découvert pendant 8 ans. Et surtout, aucune trace de la famille n'a été retrouvée. Pas de restes humains, pas de vêtements dispersés, pas de témoins. Le procureur régional ordonne une nouvelle perquisition dans les zones voisines. Des drones sont utilisés pour scanner la forêt. Des appels à témoins sont diffusés à la télévision avec un message poignant d'une grand-mère à l'écran. « Si quelqu'un sait ce qui est arrivé à mes petits-enfants, dites-le, même après 8 ans. » Mais derrière cette cassette, une nouvelle question se forme, plus inquiétante encore que la disparition elle-même. Qui a enclenché l'enregistrement? Et pourquoi l'avoir laissé dans cette boîte? Les experts audio de la gendarmerie poursuivent l'analyse minutieuse de la cassette. Grâce à des logiciels spécialisés, ils parviennent à isoler certaines fréquences, révélant des éléments presque imperceptibles à l'oreille nue. Dans le fond sonore, sous les grincements métalliques et les souffles distordus, une ambiance étrange se dessine, un bourdonnement rythmique, comme une ventilation mécanique ou un moteur au ralenti. Cela ne correspond à aucun appareil connu dans un van de cette époque. Un autre détail trouble les analystes. À la 25e minute, un son bref, net, presque étouffé, un déclic de verrou. On pense à une grille, une trappe, quelque chose qui se ferme de l'extérieur. Cette séquence renforce l'hypothèse qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un enfermement volontaire, orchestré. La cassette est rendue publique partiellement. Seuls les moments familiaux et le silence qui suit le choc sont diffusés dans un reportage. Mais très vite, l'affaire prend une ampleur nationale. Les Delaunay deviennent, aux yeux du pays, les symboles d'une vérité effacée, d'un danger tapi derrière l'apparente banalité d'un road trip en famille. Les journalistes remontent la piste de 1992. Quelle zone avaient-ils prévu de visiter? À quel camping avaient-ils réservé? Un nom revient plusieurs fois,
mentionné par des employés municipaux de l'époque. Un site appelé le Ravin de Sceaux, un ancien terrain de camping fermé en 1989 pour cause de sécurité. Officiellement, le lieu n'était plus accessible. Pourtant, plusieurs témoins affirment y avoir vu de la lumière en soirée, parfois des voitures garées sur le bas-côté. Une équipe de gendarmes, accompagnée de spéléologues, part alors explorer la zone. Le terrain est accidenté, recouvert de feuilles et de mousse. Au bout de 3 heures, ils découvrent, à moitié dissimulée par des branchages, une ouverture rectangulaire dans le sol, menant à ce qui semble être un abri antiatomique désaffecté, probablement vestige de la guerre froide. Les marches métalliques descendent dans l'obscurité. L'odeur est épaisse, un mélange de terre humide, de rouille et de bois moisi. Dans la première salle, une surprise glaçante. 6 couchages installés sur des palettes de bois, couverts de vieux tissus, parfaitement disposés. Au centre, une table ronde avec des assiettes ébréchées, une lampe torche éteinte et, au mur, une photo de famille plastifiée, accrochée avec une punaise rouillée. C'est bien eux, les Delaunay. Mais personne n'est là. L'abri souterrain est aussitôt sécurisé. Des spécialistes en scène de crime sont dépêchés depuis Paris. Chaque centimètre carré est photographié, scanné, inspecté. Les objets laissés sur place sont étiquetés. Une brosse à cheveux contenant des mèches blondes, un doudou délavé appartenant sans doute à Hugo, une boîte de conserve encore scellée datant de 1991, des chaussettes d'enfant roulées dans un coin humide. Rien ne semble déplacé depuis des années. L'endroit est sec, protégé de l'extérieur, comme si le lieu avait été aménagé pour durer, mais sans intention de sortie. La pièce principale ne dispose d'aucune fenêtre, d'aucun système de communication. Seule une trappe menant à un second niveau est découverte, bloquée par une barre métallique scellée à la rouille. Les gendarmes finissent par ouvrir cette trappe, révélant une petite pièce aveugle, plus basse, dont les murs sont recouverts d'inscriptions griffonnées au charbon. Des mots simples, répétés, « Maman »,« Sors-moi »,« Je dors debout »,« Pas bouger »,« Chut ». L'écriture varie, parfois tremblante, parfois rageuse. Dans un angle, des empreintes de mains d'enfants, dessinées à même le mur. Et au centre de la pièce, un vieux dictaphone cassé. Les techniciens parviennent à extraire la bande magnétique à l'intérieur. Elle est partiellement effacée, mais les quelques minutes audibles suffisent à faire frissonner les enquêteurs. Une respiration, puis une voix d'enfant murmurant « Il revient ! Cachez-vous !» Cette simple phrase ravive une hypothèse longtemps écartée. Les Delaunay n'auraient pas simplement été victimes d'un accident ou d'un prédateur isolé. Ils auraient été retenus, surveillés, peut-être même utilisés. Le mot « revient » implique une présence récurrente, une routine. Et si quelqu'un revenait, alors quelqu'un devait être déjà venu. Mais pourquoi? Et pourquoi faire? Les enquêteurs reconstituent le lieu comme un probable centre de séquestration clandestin, aménagé avec soin, mais laissé à l'abandon. Des prélèvements ADN sont effectués. Le parquet lance un appel à témoignages auprès de toute personne ayant fréquenté la région entre 1990 et 2000, notamment d'anciens militaires, chasseurs ou ouvriers forestiers. Pendant ce temps, l'analyse des objets révèle une empreinte digitale partielle sur la lampe torche. Elle ne correspond à aucun membre de la famille, mais elle correspond à un profil relevé en 1987 dans une affaire classée, une disparition d'un garçon de 14 ans dans la même forêt. À ce stade, l'affaire Delaunay cesse d'être un cas isolé. Elle devient le point de départ d'un schéma, et peut-être la clé d'une vérité bien plus vaste. La découverte de l'empreinte correspondant à un mineur disparu en 1987 relance brutalement plusieurs dossiers oubliés. Au sein de la Gendarmerie nationale, une cellule spéciale est créée sous le nom de code Opération Forêt Noire. Son objectif, recouper les affaires non résolues de disparition familiale ou individuelle ayant eu lieu à moins de 100 km autour de Gérardmer entre 1980 et 2000. Le bilan est glaçant. En moins de 2 semaines, 12 cas réapparaissent. Familles entières, campeurs solitaires,
jeune couple parti en randonnée, dont les véhicules n'ont jamais été retrouvés ou dont les signalements avaient été mal classés. Tous ont un point commun, une proximité avec des zones forestières reculées et un silence administratif anormal. Parmi les dossiers réexaminés, un nom attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Michel Lenoir, ancien garde forestier ayant travaillé dans la région entre 1984 et 1993. À l'époque, il vivait dans une cabane de service isolée, aujourd'hui à l'abandon, située à peine à 3 km de l'abri souterrain où les affaires des Delaunay ont été retrouvées. Michel Lenoir avait été interrogé en 1994 dans une affaire de disparition d'adolescents, mais aucune preuve directe n'avait été établie. Curieusement, après sa mise à la retraite anticipée, il avait quitté la région sans laisser d'adresse. Son dossier administratif, consulté en urgence, révèle plusieurs mentions étranges: arrêt maladie répété, rapports disciplinaires jamais suivis, plaintes internes classées sans suite. Et surtout, un dernier rapport d'intervention jamais signé, daté du 19 octobre 1992, soit 2 jours après la disparition de la famille Delaunay. Dans ce rapport, on peut lire, en écriture manuscrite, « Rien à signaler, bruit dans la forêt, repérer un véhicule blanc abandonné près de la ravine, vérification impossible sans renfort. » Mais aucun renfort n'a jamais été appelé. Aucune suite n'a été donnée. Le rapport est resté coincé dans une chemise, jamais versé au dossier. Face à cette accumulation troublante, la cellule spéciale décide de retrouver Michel Lenoir. Après plusieurs recherches infructueuses, il retrouve sa trace dans un petit village près de la frontière suisse. Il vit seul, reclus, dans un chalet isolé. Il est convoqué discrètement pour interrogatoire. Son attitude est étrange, calme, coopératif, presque trop. Lorsqu'on lui montre la photo des Delaunay retrouvés dans l'abri, il la fixe longuement, puis lâche. « Je les ai jamais vus, mais je connais ce regard. » Celui qu'on a quand on sait qu'on ne sortira plus. Les enquêteurs notent chaque mot, chaque pose de Michel Lenoir. Son calme n'est pas celui de l'innocence, mais d'un homme qui semble avoir enterré depuis longtemps ses souvenirs les plus sombres. Lorsqu'il lui demande s'il se souvient du 19 octobre 1992, il répond simplement « La nuit était froide, il y avait du brouillard, et des sons qu'on ne reconnaît pas. » Il refuse d'en dire plus. Aucun aveu. Aucun mensonge clair non plus. Seulement des phrases trouées, des impressions, des phrases comme « On n'était pas seul dans ces bois » ou « Certains sentiers mènent à autre chose qu'à un sommet ». Pendant l'interrogatoire, un officier glisse un dictaphone sur la table, le même modèle que celui retrouvé dans le bunker. Michel le regarde, puis détourne les yeux. En parallèle, des fouilles sont ordonnées autour de l'ancienne cabane de Lenoir. Ce qu'ils y trouvent dépasse l'entendement. Enfouis dans une trappe sous le plancher, un ensemble de carnets imbibés d'humidité, certains à moitié brûlés, d'autres encore lisibles. Ils sont numérotés, annotés à la main, remplis de croquis, de plans de tunnels, de descriptions minutieuses de points de silence dans la forêt. Mais le plus dérangeant, ce sont les noms. Des dizaines de prénoms, certains barrés, d'autres entourés. Parmi eux, Claire D, Thomas D, Mathieu D, Aline D. Suivi de dates. Aucun détail sur leur sort. Juste cette présence glaçante sur une liste qui semble tenue à jour. Une carte plus ancienne, dessinée à la main et pliée en 8, est également retrouvée. Elle montre un tracé dans la forêt de Gérardmer, avec 5 croix rouges et un mot en bas, écrit en lettres capitales « Souterrain, accès verrouillé ». La dernière croix est à peine visible, mais les géographes du GIGN confirment que l'endroit correspond à une zone encore non fouillée, proche d'un ancien dépôt militaire fermé depuis les années 70. La question n'est plus seulement de savoir ce qu'il est arrivé à la famille Delaunay, mais combien d'autres familles n'ont jamais été retrouvées. 3 jours plus tard, une expédition est lancée vers le lieu de la 5e croix. L'endroit est reculé, difficilement accessible à pied, dissimulé entre 2 falaises recouvertes de végétation. À première vue, il n'y a rien.
mais grâce aux relevés fournis par la carte manuscrite, les gendarmes repèrent une cavité naturelle masquée par des ronces et des pierres. En dégageant l'entrée, ils tombent sur une ancienne grille métallique soudée par le temps. Derrière, un tunnel s'enfonce sous terre, humide, étroit, mais praticable. L'équipe descend avec précaution, guidée par des lampes frontales et des capteurs d'oxygène. L'air y est épais, chargé d'un mélange de moisissure et de métal. Après 15 minutes de progression, ils débouchent sur une pièce souterraine au mur en béton brut. Là, contre toute attente, se trouvent 6 lits superposés, couverts de couvertures en laine et de coussins encore en place. Le sol est propre. Une lampe à pétrole vide repose sur une étagère. Et sur une table en bois, parfaitement centrée, un objet attire immédiatement l'attention. Un polaroid, jauni par le temps, représentant la famille Delaunay. Ils sont tous là, assis autour de cette même table, regardant l'objectif. Mais ce n'est pas une photo de vacances. Les visages sont figés, les regards absents. Aucun sourire. Anne, la mère, serre Hugo contre elle. Aline semble avoir pleuré. Quelqu'un a écrit au dos de la photo, au feutre rouge. Dernier repas, 23-10-1992. Le sol autour de la pièce est fouillé. Derrière une cloison dissimulée, un passage mène à une seconde salle, plus étroite, où des symboles géométriques ont été gravés à même la roche. Une spirale, un cercle barré et une série de traits verticaux répétés comme un compte à rebours. L'atmosphère y est différente, plus pesante. Un des officiers, sans explication rationnelle, fait un malaise. Il est évacué immédiatement. L'équipe poursuit l'exploration et découvre dans un recoin dissimulé une caisse en bois contenant des effets personnels, un carnet de coloriage, un foulard bleu, une montre cassée et un petit lecteur de cassette avec une bande coincée à l'intérieur. De retour à la surface, les objets sont analysés en urgence. La bande audio contient des sons irréguliers, des gouttes, des grattements et à un moment précis, une voix féminine qui dit simplement « Ils nous écoutent encore ». Personne ne comprend à qui elle parle, mais une chose est désormais claire pour les enquêteurs. Les Delaunay ont été retenus ici, pendant des jours, peut-être des semaines, et quelqu'un prenait soin de les observer. Les semaines qui suivent sont marquées par une série de révélations aussi troublantes qu'inattendues. Les expertises croisées entre les objets retrouvés, les carnets de Michel Lenoir et les archives judiciaires permettent de tracer un réseau souterrain de zones de détention clandestines, toutes situées dans des forêts reculées ou des terrains désaffectés appartenant à l'État ou à d'anciennes installations militaires. Ce qui avait d'abord semblé un acte isolé, peut-être l'œuvre d'un homme dérangé, prend désormais la forme d'un système organisé, silencieux, ancré dans les marges de la société. Des lieux conçus pour faire disparaître des gens et les retenir assez longtemps pour qu'on oublie leur existence. L'équipe de la cellule spéciale élargit alors son périmètre. D'autres bunkers sont découverts, certains vides, d'autres encore scellés, inexplorés depuis des décennies. Mais partout, la même signature, un isolement total, une absence de violence directe apparente et des traces de présence humaine contrôlée. Comme si chaque espace avait été utilisé pour observer, documenter, mesurer. Une psychologue du CNRS, consultée pour interpréter les graffitis et les schémas gravés dans la roche, propose une hypothèse dérangeante. Ce n'était pas une punition, c'était une expérience. Mais une expérience menée par qui? Et dans quel but? Aucun organisme officiel ne revendique la construction de ces structures. Les anciens plans cadastraux ont été falsifiés ou détruits. Les militaires à la retraite interrogés évoquent, pour certains, des programmes d'isolement comportemental utilisés à l'étranger, jamais sur le territoire national. Pourtant, les similitudes sont trop nombreuses pour croire au hasard. Michel Lenoir, lui, reste enfermé dans le silence. Il refuse tout nouveau interrogatoire. Lorsqu'un officier lui montre les nouvelles photos retrouvées dans les bunkers, il détourne le regard et murmure « Vous n'avez pas encore compris. Ce n'est pas moi. C'est ce qu'il y avait là-bas, avant moi. » Pendant ce temps,
La famille Delaunay reste officiellement disparue. Aucun corps n'a encore été retrouvé, mais les photos, les objets, les voix enregistrées, les dessins d'enfants laissés sur les murs, tout indique qu'ils ont été enfermés ensemble dans un lieu pensé pour les effacer. La France découvre alors une vérité plus dure que la mort. Certains disparaissent, non pas par erreur, mais parce que quelqu'un, quelque part, le voulait. En mars 2001, l'État annonce officiellement la réouverture de tous les dossiers de disparition non élucidés datant de 1975 à 1999 dans l'Est de la France. Une commission parlementaire spéciale est créée. Les médias parlent désormais du « réseau de la forêt noire », une expression née sur les plateaux télé mais adoptée par les familles de victimes. Parmi elles, Denise Delaunay, la mère de Jean-Marc, désormais âgée, continue de se battre. Elle déclare dans une interview « Je n'ai pas besoin d'un coupable. J'ai besoin qu'on dise leur nom, qu'on les replace dans le monde des vivants, au moins par la mémoire. » En juin, une cérémonie discrète est organisée dans la clairière où le van a été retrouvé. Des proches, des journalistes et d'anciens enquêteurs y assistent. Une plaque de bois est posée au pied d'un arbre, gravée à la main. Pour Aline, Claire, Mathieu, Hugo, Élise et Jean-Marc. Disparus mais pas effacés. Autour d'eux, le silence retombe. La forêt semble respirer à nouveau, comme si elle-même reconnaissait enfin l'histoire qu'elle avait gardée trop longtemps enfermée. Aujourd'hui encore, certains objets retrouvés n'ont pas été identifiés. Un gant d'enfant brodé d'un prénom inconnu. Une photo d'un autre couple, jamais rattaché à aucun dossier. Et dans une cave murée sous un bunker abandonné, un dessin laissé sur un mur humide représente 6 silhouettes noires. Et une 7e, plus grande, sans visage, posant une main sur les autres. L'image hante encore ceux qui l'ont vue. Aucune nouvelle trace de la famille Delaunay n'a jamais été retrouvée, mais l'histoire, elle, continue de circuler. Dans les dossiers confidentiels, dans les légendes locales, dans la voix tremblante d'un ancien gendarme aujourd'hui à la retraite qui raconte « On n'a jamais compris si on avait trouvé leur tombe ou si on avait juste ouvert la première porte. » Et vous? D'où avez-vous suivi cette histoire? Dites-le nous, parce que parfois, la vérité ne dort pas sous terre. Elle attend. Dans un carton oublié, une cassette poussiéreuse ou un dernier regard figé sur une photo de famille.